invité. Je remercie particulièrement le Dr Sadem Rabaï pour cette invitation. Je vais vous parler un peu des urticaires, des piqûres d'insectes. Pourquoi urticaire? Pourquoi piqûres d'insectes? Parce que c'est une pathologie qu'on voit souvent pendant la période printanière. Et dans ce cas, on va voir la dermatologie, les pathologies dermatologiques qu'on voit surtout pendant la période printanière. On va commencer par l'urticaire. Qu'est-ce que ça veut dire une urticaire? Une urticaire, c'est un mot latin. On va parler d'une urticaire, non pas d'un urticaire. Ça vient du mot latin urtica, et ça veut dire une piqûre d'ortie. 15 à 20% de la population pourrait avoir une urticaire, donc c'est une pathologie assez fréquente. Le diagnostic, c'est un diagnostic facile sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique. L'interrogatoire est capital parce que souvent le patient va nous consulter au moment où il n'y a pas de lésion. Donc c'est sur l'interrogatoire qu'on va faire le diagnostic d'une urticaire. Les causes sont multiples, mais ils sont parfois intriqués. Et donc le traitement, c'est un traitement essentiellement étiologique. Il est parfois urgent, notamment dans les systèmes techniques. En arabe. J'aime bien parler en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire une urticaire? Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. On voit allergie hassasiyya. On voit urticaire shara. Si on fait Google Traduction, shara. On voit artobie halas shraïa. Donc il y a beaucoup de problèmes dans la dénomination en arabe. Pour l'urticaire chronique, shara al-muzmin. Donc il y a un mélange entre une atopie, une urticaire, une allergie, beaucoup de problèmes dans la dénomination en arabe. Pour les Gabessiens, je ne sais pas. Pour les Libyens, c'est plutôt quelque chose en anglais. Pour les Libyens, c'est roté. On apprend. C'est très important cette dénomination en arabe parce qu'on ne sait pas comment expliquer aux patients. Parce que souvent, il y a un problème. Comment parler donc une urticaire, s'agit-il d'une allergie ou c'est pas une allergie? Alors, qu'est-ce que l'urticaire? En fait, l'urticaire, c'est facile. C'est une éruption édémateuse, papuleuse, fugace et migratrice. Ce sont des lésions qui apparaissent dans une région, ils vont disparaître, apparaître dans d'autres régions. Donc, parfois, au moment de l'examen clinique, on ne va pas trouver des lésions. Alors, une urticaire pourrait être une urticaire aiguë, comme ça pourrait être une urticaire chronique ou récidivante. Une urticaire chronique, c'est une urticaire qui passe les 6 semaines d'évolution. Voilà donc les lésions d'urticaire. Vous voyez donc l'aspect érythémateux, édémateux. Vous voyez l'œdème avec une bordure un peu érythémateuse. Voilà des lésions, donc vous voyez très bien que les plaques urticariennes sont confluentes. Voilà, donc vous voyez bien les lésions. Alors, très important de parler de la physiopathologie de l'urticaire parce que c'est très important pour connaître l'étiologie. Ça passe essentiellement par cette activation mastocytaire, donc, ou d'autres cellules, notamment les polynucléaires basaliques. Alors, vous voyez bien un peu là, donc, sur le plan histologique, sur le plan clinique, on a de l'œdème. Sur le plan histologique, vous voyez cet œdème dermique avec parfois un infiltrat inflammatoire périvasculaire, parfois même une vascularite. Et vous voyez très bien cette cellule mastocytaire qui va être dégranulée. Et sur le plan immunologique, on aura donc cette cellule mastocytaire qui est couplée aux IgE. Et s'ils sont couplés aussi aux antigènes, elle va être dégranulée. On aura soit une dégranulation immunologique qui dépend des IgE, soit une dégranulation non-immunologique qui ne dépend pas des IgE. C'est très important de différencier entre IgE dépendant réaginique et qui n'est pas IgE dépendant, qui est non immunologique. Alors, quels sont les principaux médiateurs? Le médiateur le plus connu, c'est bien connu, c'est l'histamine. Puis par la suite, vous voyez, les leucotriènes. Si on va traiter nos patients, on va donner des antihistaminiques, des antileucotriènes. On pourrait agir sur les cytokines. On pourrait agir sur des bradykinin, pour retenir ce bradykinin, parce qu'il joue un rôle très important dans l'urticaire qui est dû aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ou d'autres éléments, notamment le complément, la sérotonine, la tyramine, ou d'autres substances, notamment la substance P. Vous voyez bien un peu le schéma de l'activation mastocytaire. À droite, vous voyez qu'il y a une activation immunologique qui dépend des IgE. Et soit qu'il y a un récepteur IgE, dans ce cas, ça nécessite une sensibilisation, soit qu'il y a un IgG antirécepteur FC1 qui est un récepteur d'IgE.
et qui est incriminé essentiellement dans les urticaires chroniques ou d'autres éléments, notamment le complément ou les complexes humains surcluants. À gauche, vous voyez l'activation non immunologique, et cette activation non immunologique passe essentiellement par des infections, vous voyez, des infections. Donc on pourrait trouver une urticaire dans certaines infections, notamment le BV, le CMV et le parvovirus B19, ou certains compléments, ou certains neuropeptides, notamment des forts. On pourrait avoir une urticaire, notamment des urticaires cholinergiques. Vous voyez un peu des opiacés, notamment les morphines et codéines. Les codéines, c'est un bon dégranulateur mastocytaire pour éviter la codéine lorsque des patients présentent une urticaire. Les histaminolibérateurs, notamment les médicaments et les aliments, pourraient y jouer un rôle. Et certains facteurs de coagulation, actuellement on en parle. Donc il y a une perturbation des bilans de coagulation chez des patients qui présentent une urticaire. Alors, quelle est la conséquence de cette activation mastocytaire? On aura une libération immédiate d'histamine, et cette libération va donner cette triade de Lewis, érythème, édème, papillation. Entre 3 à 6 heures, on aura des médiateurs lipidiques et des prostaglandines et des leucotriens. Après 6 heures, vous trouvez les cytokines pro-inflammatoires qui vont jouer un rôle dans la phase retardée de la maladie. Alors, actuellement, on parle surtout du concept du mastocyte activable ou chatouillable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on aura une mastocyte qui est chatouillable au moindre stimulus et elle va être dégranulée. Que ce soit dû à un facteur d'atopie, donc en cas de patient qui présente une urticaire, on va poser la question, est-ce que ce patient a des antécédents familiaux ou personnels d'atopie, asthme, rhinite allergique, ou il y a des IgG auto-immunité, et dans ce cas, on aura des patients, par exemple, comme des personnes qui présentent des thyroïdites Hashimoto, on pourra avoir des patients qui ont une urticaire, et dans ce cas aussi, donc à côté de cette mastocyte qui est chatouillable, il y aura d'autres facteurs activateurs multiples qui vont jouer un rôle activant la dégranulation mastocytaire. Quels sont les facteurs qui sont aggravés, qui vont aggraver cette activation mastocytaire? On a l'alcool. On a vu des patients qui présentaient une urticaire allergique, qui ont pris un repas arrosé, qui ont fait beaucoup d'efforts, ils développent rapidement des urticaires donc graves avec des chocs anaphylactiques. Le stress pourrait jouer un rôle, les émotions, les efforts physiques et certains facteurs hormonaux. Alors, très important de différencier entre une allergie et une urticaire. Une urticaire, elle est liée à une granulation mastocytaire, une libération de médiateurs. Par contre, l'allergie n'est qu'un des mécanismes capables d'induire de l'urticaire. Il faut bien expliquer aux patients, l'urticaire, ce n'est pas de l'allergie. Donc, l'allergie, c'est quelque chose qui est habituellement IgE dépendant. Alors, on va voir quelques cas cliniques. Là, c'est urticaire ou non? Oui, c'est typique. Les plaques érythémateuses et édémateuses. Là, des vésicules. Habituellement, on ne voit pas des vésicules. Là, c'est habituellement, qu'est-ce qu'on évoque comme diagnostic? Ouais, non, c'est des plaques érythémateuses à bordure émiettée. Donc, c'est une éruption eczématiforme. C'est de l'eczéma. Parfois, dans l'eczéma, on va avoir de l'œdème. Voilà. Souvent, dans des cas de l'eczéma aigu du visage, on pourrait avoir de l'œdème très important. Et dans ce cas, il fallait faire le diagnostic différentiel avec une urticaire. Ça, c'est une urticaire ou non? C'est un œdème assez important qui est fixe. Et voyez ici, une coulée. Il y a sûrement quelque chose que cette patiente a appliqué sur le visage. C'est quelque chose, un cosmétique ou un produit qu'elle a appliqué. Ce n'est pas de l'urticaire, c'est une éruption plutôt eczématiforme. Là, c'est quoi? L'urticaire, c'est une éruption, première maladie, érythémateuse, œdémateuse, efficace et migratrice, des plaques édémateuses surélevées. Là, ce sont des macules assez étendues et confluentes. C'est un exanthème. C'est plutôt un exanthème. C'est quelque chose de fixe
par rapport à l'urticaire, c'est mobile, c'est fugace. Là, c'est fréquent pendant la période, la fin de l'hiver, la période printanière. Les pédiatres connaissent bien cette pathologie. Il y en a des pédiatres ou non? Le visage qui est rouge, pour souffler, là c'est le mégalarithème épidémique. Mégalarithème épidémique, c'est une infection à parvovirus P19. C'est une éruption virale. Oui, c'est une maladie éruptive. Là, c'est le mégalarithème épidémique. Là, c'est une patiente qui présente ses plaques érythémateuses de visage avec des arthralgies, immergies. Ah, les puces. Alors, donc ces passives d'urticaire, ce sont des plaques érythémateuses fugaces et migratrices. L'urticaire ne va pas donner des lésions de grattage, et les lésions, donc comme on a dit tout à l'heure, les lésions pourraient disparaître au moment où le patient consulte. Voilà les plaques. Alors, on passe à une urticaire qui est plus grave, c'est l'urticaire profonde ou édème de cuir. C'est une tuméfaction ferme, mal limitée, peu érythémateuse, peu prurigineuse, donc avec une sensation de tension douloureuse qui touche essentiellement le visage. Et lorsqu'il y a une atteinte de la muqueuse oropharyngée, ça conditionne un peu le pronostic avec un risque très important de choc anaphylactique. Voilà l'œdème de cuir. Alors, quels sont les signes de gravité? Il faut les connaître, la rosséité de la voix, la gêne à la déglutition, l'hypersiolurée, la dyspnée, le prurite palmoplantaire, l'angoisse et l'hypotension avec l'accélération du coup avec cette tachycardie. Vous voyez, donc, cet œdème, cet angioëdème qui touche les lèvres ou les paupières ou parfois la langue avec un risque d'œdème laryngé. Vous pourrez avoir certaines manifestations associées, notamment une hyperthermie modérée, n'est pas très importante, mais s'il est important, on doit rechercher une virose associée. Une douleur abdominale, lorsqu'il y a une douleur abdominale assez importante, il faut aller se méfier des urticaires plutôt bradykémiques. Les arthralgies pourraient être observées, mais ce n'est pas très important, on le voit souvent dans les infections virales. Alors, certaines formes morphologiques pourraient être observées, notamment des formes un peu figurées comme ça, ou des formes plutôt purpuriques, ou des formes linéaires, ou des formes plutôt bulleuses, mais c'est rare. Lorsqu'il y a une plaque urticarienne avec des lésions bulleuses, on doit penser plutôt à une mastocytose. Alors, il fallait rechercher l'étiologie. Alors, tout d'abord, avant de rechercher l'étiologie, il fallait classer l'urticaire. On va le classer en urticaire aigu, qui est inférieur à 6 semaines, et l'urticaire chronique, qui est supérieur à 6 semaines. Actuellement, on parle d'urticaire chronique, nouvelle classification, avec cette urticaire plutôt inductible ou non pas inductible. Donc, vous voyez ici, l'inductible, c'est essentiellement des urticaires physiques, essentiellement le dermocratisme, l'urticaire retardé à la pression, les urticaires cholinergiques, l'urticaire de contact et l'urticaire aquagénique. Pour l'urticaire aigu, il y en a 3 fois, 4 fois, l'alimentaire, médicamenteuse, infectieuse et piqûre d'hymanoptère. Alors, l'urticaire aigu allergique. Par définition, une urticaire aiguë allergique, ça nécessite une sensibilisation, c'est quelque chose de réagénique. Alors, le contact antérieur avec l'allergène est obligatoire, le délai est très important, inférieur à 2 heures. Ce n'est pas un délai très important. Donc, inférieur à 2 heures, voire 1 heure. Et l'évolution de l'urticaire, il va s'améliorer en cas d'urticaire alimentaire, il va s'améliorer rapidement inférieur à 24 heures. En cas d'urticaire médicamenteuse, c'est entre 2 à 3 jours. Mais seuls les angioëdèmes d'origine allergique présentent un risque pour les fonctions vitales respiratoires. Les urticaires allergiques, ce sont les urticaires graves, habituellement. Bon, qui peuvent être graves. Mais les urticaires qui ne sont pas allergiques ne vont pas mettre en jeu le pronostic vital. Alors, l'urticaire alimentaire allergique, parce qu'il y a actuellement, on parlait rapidement, cette urticaire est allergique.
Pourquoi urticaire allergique donc alimentaire? C'est habituellement une urticaire plutôt aiguë, dans le délai inférieur à 2 heures, qui pourrait s'associer avec des symptômes digestifs, notamment des douleurs abdominales, des vomissements. Et le diagnostic repose bien évidemment sur l'interrogatoire, l'analyse des cahiers alimentaires, les géospécifiques, on a parlé tout à l'heure. Les géospécifiques, là, c'est pour montrer que le patient est sensibilisé, non pas allergique. Il est sensible, on pourrait être sensible sans être allergique. Et les prick tests sont très importants. Et surtout, le test le plus fiable, c'est le test de réintroduction qui se fait en milieu hospitalier. Alors, il y a un problème. Comment va-t-on faire la différence entre une allergie alimentaire et une post-allergie alimentaire si souvent les mêmes types de lésions, le délai est habituellement plus important entre 2 supérieurs à 2-3 heures, mais il fallait savoir qu'il y a des aliments qui sont, plusieurs aliments qui sont soit riches en histamine, soit histamine-libérateurs, soit riches en tyrannie. Donc, si un cumulus, si on va manger donc des aliments qui sont riches en histamine, en plus riches en tyrannie, on va augmenter le risque d'avoir une fausse allergie alimentaire. Alors, passons un peu aux urticaires médicamenteuses. Alors, dans l'urticaire médicamenteuse, il y en a ceux qui sont immunologiques, ceux qui ne sont pas non immunologiques. Et non immunologiques sont les plus fréquents. Donc, vous voyez la liste, là c'est plutôt bêta-lactamine. Habituellement, c'est immunologique. Par contre, ici, par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdaires, habituellement non immunologiques par biais pharmacologique. Alors, pour l'immunologique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2 heures, non pas 7 heures, 8 heures. Chichimri, ça fait voilà, ça fait 2 jours de traitement, non, ce sont dans les 2 heures, dans les suites de la prise médicamenteuse. Isolé ou associé à des signes systémiques, habituellement ça disparaît en quelques heures, voire quelques jours, généralement c'est pas trop important, 2-3 jours. L'urticaire médicamenteuse non immunologique, généralement c'est un début plus tardif au-delà d'une heure, l'évolution généralement est plus lente, le tableau est moins sévère et n'en cache pas le pronostic vital, elle est dose dépendante et il se répète avec l'ingestion de substances pharmacologiquement très différentes, par exemple des anti-inflammatoires, non stéroïdiens, de la codéine ou autre. L'urticaire d'environnement, les piqûres d'hémanoptères, notamment les ARP et les CAP, lesquelles pourraient donner soit une urticaire aiguë ou simplement une simple poussée ou une urticaire aiguë à répétition. Et il y a un risque, bien évidemment, de choc anaphylactique. Voilà, c'est piqûre d'hémanoptère. Les urticaires de cause infectieuse, notamment les virus, là on le voit surtout chez les enfants. Une urticaire fébrile chez un enfant doit toujours évoquer une origine virale. Les parasitoses, on le voit souvent dans les urticaires chroniques, et certains foyers infectieux sont incriminés dans certains cas d'urticaire chronique. Voilà cet enfant, c'est nourrisson qui a urticaire qui est fébrile, qui doit faire évoquer une origine virale, notamment le CED, le bébé, le parvovirus pédistique. L'urticaire de contact, surtout ce qu'on voit, surtout l'urticaire de contact au latex. Alors, ça pourrait être un urticaire de contact immunologique ou non immunologique. Immunologique, c'est surtout le latex. Tout le monde connaît le latex, avec ce contact avec le latex, et on le voit souvent chez les sujets atopiques, ou non immunologiques, notamment les méduses. Tout le monde connaît les méduses avec des réactions urticariennes qui donnent rapidement après contact avec les méduses. La durée d'apparition, c'est inférieur à 30 minutes, et les lésions sont localisées au point de contact, qui vont généraliser par la suite, notamment pour les urticaires immunologiques. Alors, passons aux urticaires inductifs. On a le dermographisme, l'urticaire retardé à la pression, l'urticaire au froid, le cholinergique, l'aquagénique et le solide. On va parler essentiellement du dermographisme et de l'urticaire retardé à la pression. Tout le monde connaît le dermographisme. Ce sont des plaques érythémateuses qui vont apparaître au strip de grattage. Donc, vous voyez le dermographisme. Moi, j'écris habituellement M, je suis Masmoudi. Donc,
M, c'est toujours facile à écrire. Alors, l'urticaire, le dermographisme, quelle est sa cause? Sa cause est inconnue. Quelle est l'évolution? On ne sait pas. Il ne faut pas donner beaucoup d'espérance pour dire que ça va régresser spontanément, quelques mois, 6 mois, maximum 5 ans. Parfois, on a eu des cas qui dépassent les 5 ans. C'est déclenché par la friction cutanée. Ce sont des stries urticariennes, donc avec érythème, papulation. Ce n'est pas simplement de l'érythème, c'est la papulation. Pour parler de dermographisme. Là, c'est quoi? C'est l'urticaire, c'est la pression. C'est la pression. Donc, c'est une urticaire qu'on le voit, ce qu'on appelle urticaire retardée à la pression. Alors, c'est quoi? C'est un édème dermique et sous-cutané douloureux qui apparaît dans les délais de 3 à 12 heures après le contact après une pression. Et comment on va faire le diagnostic? On va faire porter au patient 6 kg, on va le mettre pendant 20 minutes, on va faire la lecture plus tard, on va trouver ces plaques urticariennes au niveau des ondes de pression. Habituellement, ces urticaires, on le voit souvent au niveau des pans, des plantes et au niveau des fesses. Alors, moi, je fais pratiquement de façon systématique un bilan immunologique, notamment les anticorps antinucléaires. Voilà ces plaques urticariennes au niveau des pans et des plantes. Là, qu'est-ce que vous évoquez comme urticaire? Là, c'est une urticaire. Vous voyez la particularité de cette urticaire, ce sont des lésions de petits tas. Et vous voyez, tout autour, la plaque érythémateuse, tout autour, un halo de vasoconstriction. Cholinergique. Là, c'est bien. Donc, c'est une urticaire cholinergique. Alors, l'urticaire cholinergique, ce sont des petites lésions érythématopapilleuses, édémateuses, de petite taille, ne dépassent pas habituellement les 5 mm de diamètre, qui sont entourées habituellement par un halo de vasoconstriction, qui touche essentiellement le tronc. Et donc, le facteur déclenchant, c'est essentiellement la chaleur, la situation, les émotions de l'effort, et ces lésions régressent après test à l'effort, après 30 minutes. Vous voyez, donc, le test à l'effort, et donc pour moi, le patient, je lui dis de s'échauffer un peu pendant 10 à 15 minutes, il fait la marche de l'hôpital, et donc de passer sur lui de telle façon qu'il va développer ses réactions urticariennes. Donc, cette urticaire cholinergique, il fallait le différencier souvent, il fallait le différencier des urticaires plutôt adrénergiques. L'urticaire au froid. C'est pas trop fréquent en Tunisie, on le voit souvent au niveau des mains, au niveau du visage, bien évidemment certaines femmes au niveau des décolletés. Alors, les facteurs déclenchants, c'est souvent l'eau ou l'air froid. Le diagnostic se fait avec le test de glaçon, on va faire un contact avec un glaçon, et donc on va avoir cette urticaire, cette plaque urticarienne. Il fallait rechercher une cryoglobulinémie associée. L'urticaire adrénergique, aquagénique, pardon. L'urticaire aquagénique, c'est une urticaire qu'on sera, qu'on le voit après contact avec l'eau. Ce n'est pas le produit aquagénique, c'est l'urticaire plutôt, disons, aquagénique, dans lesquelles les lésions vont apparaître après contact avec l'eau. Ce sont des petites plaques urticariennes comme l'urticaire cholinergique et se reproduisent par l'application sur la peau d'une compresse mouillée à 37 degrés pendant 30 minutes. C'est pas trop fréquent. Alors, donc, les angioïdèmes, donc des urticaires plutôt génétiques, ça donne plutôt, c'est une urticaire qui est à répétition, souvent chronique, ça donne un édème spontané lors des traumatismes, qui touche les paupières, la lèvre, et ça s'associe souvent avec des douleurs abdominales, et 2 grands groupes sont individualisés, le groupe génétique, l'édème angionéphrique en rapport avec le déficit de l'inhibiteur de la séroastérase, que ce soit génétique, que ce soit acquis, et l'acquis, vous voyez, les lymphomes, les maladies auto-inflammatoires, auto-immunes, mais souvent les IEC. Il ne faut pas oublier les IEC. Un grand part des urticaires, disons, des angioïdèmes, sont en rapport avec la prise d'IEC. Et sont contre-indiqués.
Les IEC, on va contre-indiquer les aradons. Passons à une urticaire qui, exceptionnellement, on le voit quelquefois, une urticaire plutôt adrénergique, c'est une urticaire qui ressemble aux urticaires cholinergiques. Ce sont des petites plaques érythémateuses, donc de petite taille, entourées par un lot de vasoconstriction, chez des patients qui boivent beaucoup de thé ou de café, notamment chez les médecins. J'ai vu un cas chez un médecin. Vous voyez, donc ces plaques urticariennes qui s'approchent souvent des urticaires cholinergiques. Alors, passons aux urticaires chroniques. Une urticaire chronique, c'est une urticaire qui passe et se sème. Alors, comment va-t-on faire, donc, quelle est notre conduite à tenir devant une urticaire chronique? Alors, selon la conférence de consensus en 2003, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On va faire un interrogatoire, un examen clinique. S'il y a une urticaire chronique dont la cause est évidente, donc des signes anamnéstiques, des signes cliniques qui vont nous orienter, on va donc s'orienter selon la situation. Par exemple, dans l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, on va faire un bilan thyroïdien. Si l'urticaire chronique est isolée, on ne va pas faire de bilan paraclinique, on va donner des antihistaminiques, on va voir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va rechercher des étiologies, notamment le bilan réalisé en cas d'urticaire chronique dont l'examen clinique ne montre pas d'autres signes cliniques. C'est essentiellement l'NFS, l'AVS, la CRP, les anticorps anti-TPO, plus TSH. Donc, deux bilans réalisés chez des patients qui présentent une urticaire chronique sans signe clinique associé. Donc, c'est essentiellement un bilan inflammatoire, un bilan fluidien. C'est par analogie à la thyroïdite Hashimoto, qui me retraite comme ça, des IgG, antirécepteurs FC, epsilon. Le traitement. Bien évidemment, il fallait traiter l'étiologie. Sauf ça, schéma, vous voyez, donc l'activation immunologique ou non. Soit on va induire une tolérance au niveau des mastocytes, soit on va donner quelque chose qui va bloquer l'IgE, notamment l'omalizumab, c'est à la mode actuellement en France, soit on va agir sur l'histamine, on va donner des antihistaminiques, soit on va agir sur le lécotriène, on va donner des antilécotriènes, notamment sanguinaires, soit on va agir sur les cytokines et les chymokines, on va donner des immunosuppresseurs. D'accord? C'est simple. Alors, les antihistaminiques, les anti-H1, on a première génération, deuxième génération, on a les kétotifènes, on a le Natran, les antagonistes des lécotriènes, les antidépresseurs, le omalizumab, le cyclosporine, la disilone, le méthotrexate, et ça, par 3, on a besoin du praconolone. Alors, quelle est la différence entre la première et la deuxième génération? Pour la deuxième génération, elle est moins sédative, c'est clair. Prise de poids, on en voit quelquefois une prise de poids avec le kétotifène. C'est quelque chose parfois de même recherché chez les enfants. Cet effet hors oxygène. Toxicité cardiaque, il fallait poser quand même une question chez les patients chez qui on va prescrire de la tarase. Est-ce qu'il y a un problème cardiaque, hein, notamment parce qu'il y a un risque d'allongement de l'espace cuté. En fait, il n'y a pas d'effet arythmogène ni avec la cétarisine ni avec la desloratadine ou la loratadine ou la fluxoprinadine. Si on va voir les molécules, tout le monde connaît la polaramine de Phénergan, la cétarisine et la méthitazine. Actuellement, il y a un petit relâchement pour la méthitazine. Elle se donne pour les enfants supérieurs à 2 ans. Et pour la cétarisine, on pourrait les donner chez les enfants entre 1 à 2 ans, voire même entre 6 mois et 1 an, par la FDA. Alors, pour la femme enceinte, on pourrait donner avec la cétarisine et la desloratadine ou d'autres molécules. Mais il n'y a pas beaucoup de problèmes avec la cétarisine ni la desloratadine. Les corticoïdes, surtout pendant la phase aiguë de la maladie, pour passer un cap, mais ce n'est pas une indication pour les urticaires chroniques.
Les indications pour l'urticaire aigu, c'est des antihistaminiques, plus ou moins des corticoïdes. L'urticaire cholinergique, c'est essentiellement des troxyzines. Pour le dermocapnisme, les anti-H1, plus ou moins les anti-H2. On va voir un peu la recommandation européenne pour l'urticaire chronique. Alors, antihistaminique de seconde génération, si ça s'améliore au bout de 2 semaines, tant mieux. Sinon, on va augmenter les doses jusqu'à 4 fois. On pourrait donner jusqu'à 4 fois les doses. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va ajouter des antidécotriennes. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on va donner des corticoïdes ou on va passer à autre chose, notamment après 1 à 4 semaines, l'adaptation des anti-H2, le moalizumab. Si exacerbation des lésions, on pourrait donner des corticoïdes. La dame de pique, vous connaissez très bien comment agir, c'est plutôt dans les corticoïdes pour les formes modérées, dans les formes sévères, c'est avec le risque d'atteindre les organes vitaux, c'est surtout l'adrénaline. On va passer rapidement pour les piqûres d'insectes. Alors, votre diagnostic, c'est quoi? C'est évident, j'ai parlé des piqûres d'insectes. Alors, comment ça va savoir que c'est des piqûres d'insectes ou là? C'est interactif شوية. كيفاش تعرف piqûre d'insecte? Point ici. Vous voyez, un point central, donc il montre bien qu'il s'agit d'une piqûre d'insecte. Voilà. Une piqûre d'insecte, la population, vous voyez ici, le point central, là, c'est très bien clair, le point central, donc, parce que souvent les patients disent, ça, c'est pas une piqûre d'insecte, c'est autre chose. Et vous démontrez bien pour les patients, c'est une piqûre d'insecte. Ça, c'est une piqûre d'insecte, plusieurs piqûres, parmi les éthologistes, Plusieurs insectes aussi. Que ce soit plusieurs insectes, que ce soit des sarcoptes végétales. Souvent, ce sont des sarcoptes végétales. Alors pour le patient, quel insecte? Je suis propre, tout d'abord. Je n'ai pas d'insecte à ma maison. Trouvez-moi la solution. C'est toujours comme ça. Et souvent, ce sont des arthropodes qui nous piquent. Alors, ce n'est pas évident de dire quel insecte qui a piqué. Alors, piqûre d'insecte selon l'aspect clinique, les piqûres en ligne et en cours évoquent plutôt les puces, les piqûres hémorragiques évoquent plutôt les simulis, les sillons et les vésicules évoquent plutôt les sarcoptes, et les piqûres uniques, les 2 points, avec nécrose, c'est plutôt les araignées. Alors, un nombre limité de piqûres, c'est plutôt des tiques ou des phlébotomes. Tout le monde connaît les phlébotomes avec la fameuse nécrose cutanée. De nombreuses piqûres atypiques, c'est plutôt des moustiques. Mais devant de multiples piqûres en ligne, avec un péril s'exprimant le matin, il faut toujours évoquer des punaises de lit. Alors, là, c'est clair, c'est quoi? N'est-ce pas parfait? Ah, là, c'est sérieux. Hein? Un gars typique, avec ce chancre scabieux, si on va un prurit avec un chancre scabieux, c'est la gare. Là, pas de gare. C'est typique. Alors, lorsqu'on voit uniquement ça, c'est la gare. C'est typique. Là, c'est quoi? Les moustiques, probablement. Alors, les piqûres de moustiques, les moustiques, ça touche plutôt les régions découvertes, ça donne plutôt une douleur non systématique lors des piqûres. Le prurite, ça dépend de la piqûre, et le traitement, c'est symptomatique. Il n'y a pas beaucoup de traitements. Habituellement, ces lésions s'améliorent spontanément. Le traitement préventif, la désinfection domiciliaire, les moustiquaires, la protection vestimentaire, et parfois même, on pourrait utiliser des répressifs. Les puces. Alors, on le voit souvent chez les chats, les chiens, les pigeons. On a vu beaucoup de cas avec, ça fait 2-3 ans, des cas avec souvent les pigeons. Les puces peuvent survivre plusieurs mois dans les fentes. Le pic de fréquence se situe en été, en automne, et ça se donne des papilles très prurigineuses, souvent groupées par 3 ou 4 sur un trajet linéaire. Comme ça.
Le traitement, c'est un traitement symptomatique, un traitement, il fallait aspirer les tapis, nettoyer les tapis, laver les coussins, la literie avec une température supérieure à 50 degrés. Les punaises. Tout le monde connaît les punaises, c'est pas un problème. Là, c'est quoi? Araignée, c'est un niveau. Mais malheureusement, je ne connais pas quel type d'araignée. Actuellement, il y a peu d'études qui sont intéressées à la piqûre des insectes. Seules les études qui ont été réalisées sont des études plutôt américaines. Même les Européens ne connaissent pas bien leur piqûre, donc leur insecte qui pique. Donc là, c'est une nécrose, et donc c'est un traitement souvent symptomatique. Ça doit être une araignée, en freinant en fourmi. Ça donne souvent une cellulite et ça nécessite une désinfection. Parfois, on a besoin d'une excision chirurgicale. Traitement des lésions nécrotiques, c'est la vaccination antitétanique, l'antiseptique, ablation des tissus nécrotiques, l'antibiotique, point d'interrogation. Il y a ceux qui donnent des antibiotiques, ceux qui ne donnent pas des antibiotiques. Là, ça s'améliore habituellement spontanément, c'est juste une couverture antistable. Là, quel insecte? C'est pas une araignée, ça évoque plutôt une boréliose. Comme ça, d'un terme migrant, migrateur. Alors, donc c'est en rapport avec une borélia bucco-d'Afrique. On n'est pas sûr que c'est un bucco-d'Afrique en Tunisie, on ne connaît pas les borélioses qu'on a. En Europe, on connaît très bien le borélia, en Tunisie, on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas la sérologie borélia qu'on a fait, c'est souvent négatif. On n'a pas de boréliose tertiaire qu'on observe surtout dans le sud de la France. Alors, on appelle érythème chronique migrateur ou érythème de Dupchis ou érythème micron. Ça donne des macules érythémateuses avec une extension centrifuge. Et le centre de la lésion va s'éclaircir progressivement. Cette lésion peut être prurigineuse. Et le traitement, habituellement, ça c'est les cyclines ou l'amoxicilline. Donc, en conclusion, pour l'urticaire c'est une affection fréquente. 15 à 20% de la population pourrait en avoir. Le diagnostic, c'est facile, le diagnostic clinique, des plaques érythémateuses, érythémateuses fugaces et migratrices. Les signes de gravité peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Et une urticaire allergique doit être différenciée d'une urticaire non allergique, non immunologique. La prise en charge est symptomatique et doit prendre en considération l'étiologie de l'urticaire. Pour les piqûres d'insectes, c'est une situation aussi fréquente, pas de spécificité clinique, le traitement est symptomatique, mais on a quelquefois des complications infectieuses. Je vous remercie.